Para além destas duas coisas ocorrerem simultaneamente no mesmo local, não vejo mais nenhuma ligação entre estes acontecimentos. Creio que talvez exista uma possível relação do género metafórico entre o encerramento dos taleiros e a disseminação da praga de vespas. Mas não consigo dizer qual é, porque sou burro e a abstração dá-me vertigens. São só o realizador fugiu e eu também vou atrás quando sou da correria. Também vem a correntista. Il y a un humour qui me fait beaucoup penser à João César Monteiro. Je ne sais pas si c'est lié à la langue ou si c'est quelque chose de voilà, une chanson de la langue. Ou toi, ça a été je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Monteiro, mais c'est un très grand cinéaste portugais. Toi, c'est quelqu'un qui a été important pour toi? Oui, c'était peut-être le réalisateur portugais avec, enfin, que me passionne plus. J'aime beaucoup d'autres, il y a d'autres qui m'intéressent. Mais Monteiro, ça me parlait beaucoup. Mais c'est pour ça que je t'ai mis les coffrets. Oui. Alors oui, parce que j'ai fait sélectionner à Miguel 10 DVD dans la boutique pour avoir un aperçu de ce qui est important et puis de ta cinéphilie. Bon, c'est réducteur, hein, 10, je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais voilà, ils sont sur la table et il y a le gros coffret, l'intégrale de João César Monteiro. Oui, non, il y a quelque chose au niveau de l'humour et de la liberté aussi, la liberté dans ses films, dans la forme, dans ce qu'il raconte. Je crois que la liberté, ça vient surtout, enfin, il a Monteiro comme il avait à Oliveira, non, comme il y a dans les films de Pedro Costa, bien sûr. Mais ça, je crois que c'est le résultat du fait que le marché au Portugal est si petit qu'on peut... Enfin, il n'y a pas tellement de pression industrielle. On peut filmer ce qu'on veut. Et donc, on peut... il y a cette liberté parce que personne nous dit il faut filmer avec cet acteur qui est plus connu ou des choses qui se passent ici en France. Et qui, au Portugal, c'est si petit. Si on ne fait pas des spectateurs, c'est normal. Et donc, on peut faire ce qu'on veut. La question de l'humour, c'est pas ça. Non, mais là, il y a un humour un peu burlesque, quelque chose de l'absurde un peu, ou d'un réalisateur déprimé qui n'assume pas son film. Et c'est une tentation que tu as eue, que tu n'as jamais eue ou Je voudrais qu'au début du film, ces volumes du film Les Mille et une Nuits, parce que c'est même avant que Sherazade arrive, qu'on pourrait voir que les films vont être beaucoup de choses, avoir beaucoup de tonalités, il va avoir beaucoup de crises, certaines crises certainement beaucoup plus dramatiques que d'autres. La crise de ces réalisateurs, ça me paraît un peu pas très dramatique, enfin dramatique pour lui, mais ça n'intéresse pas le monde. Et oui, il avait parfois je pensais que c'était compliqué d'essayer de faire cette négociation tous les temps entre, disons, la fiction des Mille et une Nuits, les contes des privés, et en même temps faire un portrait du pays et avoir cet rapport très terrain avec la réalité. Donc être aérien et en même temps terrain.
Mais la question, c'est que, comme je pense qu'après les films essayent ils s'occupent de ça, de cette question, comment on peut prendre la réalité et fabriquer des mythes, enfin passer la réalité au mythe, fabriquer de la mythologie. De voir ce qu'il y a de merveilleux. Faire du cinéma, c'est ça. Faire du cinéma, c'est passer enfin, prendre des choses qui font partie de nos vies, des autres, et essayer de construire quelque chose qui normalement dépasse ces côtés, ces dimensions plus prosaïques et quotidiennes, parce qu'il gagne parfois des alentours un peu mythiques, tragiques, enfin. Mais est-ce que tu admets aussi que le spectateur soit plus sensible à certaines histoires, moins à d'autres, s'ennuie à certains moments, soit surpris? Est-ce que tu penses à ça, toi, quand tu es au montage, ou tu dis c'est son job, c'est pas mon problème? C'est vraiment son job, mais c'est mon job quand je suis aussi spectateur. Je programme pas pour que c'est ennuyant une certaine partie du film. Enfin, je sais que le film est suffisamment différent entre chaque partie, même dans une partie, il change tellement que je risque qu'il y a toujours quelqu'un qui dit « Bon, j'adore ça, mais cette partie-là, ça ne m'intéresse pas du tout. » C'est un risque, mais c'est que moi, je pensais que ce qui était intéressant dans ces films, c'était vraiment d'avoir cette diversité. Bien sûr que même pour moi, il y a des choses qui me sont plus proches ou que j'aime plus peut-être que d'autres. Mais je pense qu'il devrait y avoir tout cet espace dans ces films-là. Tout est chapitré, donc ça commence par donc déjà le 3 volumes, l'inquiet, le désolé, l'enchanté. Après différents chapitres, donc l'exterminateur de Gênes, l'île des jeunes vierges de Bagdad, les hommes qui bandent, l'histoire du coq et du feu, le bain des magnifiques, avec le récit du premier magnifique. Alors là, tu prends c'est plus une veine documentaire, mais des témoignages de gens qui ont souffert de la crise. Témoignage totalement bouleversant, quoi. Récit des deuxièmes magnifiques, récit du troisième. Tu as fait construire une baleine aussi, que tu as fait exploser. Après, deuxième partie, les maîtres ciment sans tripe. Alors ça, c'est extrait d'un fait divers aussi. Bah, c'est les larmes de la juge, ça c'est passionnant aussi. Ça a coûté très cher, ça, apparemment, les larmes de la juge. Non, c'est une des parties qui a coûté le plus cher. Au niveau de la lumière. C'était la dernière, donc j'ai profité pour mettre tout l'argent dedans. Les maîtres de Dixie, et puis, j'en passe, hein, et puis le fameux, dans le volume 3, le chant des pinsons, et Forêt chaude aussi, le témoignage d'une jeune chinoise. Donc c'est... Bon, ceux qui n'ont pas vu le film, faut le découvrir impérativement. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez de la présence de Miguel Gomez pour poser vos questions. Levez le bras. Oui. Bonsoir. Vous m'entendez? Je ne sais pas si... Okay. On va parler très proche. Très proche. Bonsoir, donc moi je suis étudiante en master à la Sorbonne et du coup cette année je fais mon mémoire sur vous, sur vos films. Et il y a quelque chose qui m'a... c'est pas gagné, c'est assez difficile. Hein. Non, c'est vrai que c'est assez difficile, notamment la question, j'ai été confrontée à la difficulté de la question du montage en fait. Donc je voulais vous demander comment vous appréhendez justement le montage après quand vous avez notamment Les Mille et Une Nuits et Ce cher mois d'août, parce que j'ai eu le sentiment que c'était à peu près le même processus au niveau du montage. Et du coup, comment vous abordez toutes les images que vous avez? Et ensuite, comment vous essayez de trouver une cohérence? Parce que c'est vrai que vos films, en général, sont assez... accordent une grande part au hasard, mais à la fin, on trouve qu'il y a une grande cohérence dans tout ce que vous avez pu trouver. Et du coup, je me demandais comment vous arrivez à trouver cette cohérence. Est-ce que vous avez une règle pour tous vos films? Vous avez une règle en tête, ou bien vous vous laissez porter par vos trouvailles? Non. Ce qu'on avait fait dans les deux cas, dans Tabou et dans Les Mille Nuits, c'était de travailler aussi avec la co-scénariste, parce que le monteur, il est aussi co-scénariste. Il a écrit aussi Tabou et Les Mille Nuits.
Et donc il y a Marianne qui est co-scénariste, elle est co-scénariste, mais pendant le montage, il y a Thelm qui travaille avec... enfin, nous sommes 3. Et donc on écrit le voix off de Tabou, des Mille et Une Nuits pendant le montage. Ce n'est pas écrit en avance. Et ça, c'est important. Vous construisez la cohérence à partir des images et ensuite vous intégrez un récit par rapport aux images que vous avez trouvées, c'est ça? Parfois non. Parfois il y a des scénarios. Ça change tout le temps. Mais par exemple, bien sûr qu'avec une histoire comme les larmes de la juge, par exemple, c'est très, très, très écrit. C'est presque comme une pièce de théâtre. Quand l'actrice ou les acteurs ne disaient pas ce qui était écrit, moi j'ai coupé. Et parfois, j'ai fait le contraire. J'ai aucune idée, quand je dis action, qu'est-ce qui va se passer, parce que j'ai proposé aux gens de parler d'une certaine situation, et donc j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont dire. Et donc ça change tous les temps, mais parfois il y a des scénarios. Bien sûr que dans le cas des Mille et Une Nuits, la question c'était qu'il avait des scénarios, mais on ne connaissait pas un scénario d'un des premiers films qu'on avait tourné, par exemple. Mais après, on ne savait pas qu'est-ce que pouvaient être les autres histoires. Donc, il n'y avait pas une idée de structure, ni de la globalité du film quand on avait commencé à tourner. Il avait seulement des idées sur les films qui ont été en train de tourner. Et après, on commençait déjà à parler des possibilités, de qu'est-ce que pouvaient être d'autres histoires. Mais il n'y avait pas ça, il n'y avait pas une structure définie. Et avec Tabou, la première partie à Lisbonne était aussi, il avait un scénario, j'ai filmé ce qui était dans le scénario. Mais dans la deuxième partie, on avait une liste très grande. On avait plus d'une centaine de séquences possibles, parfois très abstraites. C'était simplement l'idée d'un lieu, un endroit, et avoir les acteurs dans cet endroit. Et donc, tous les jours, pendant les tournages en Afrique, on tournait des choses qui étaient écrites, et à la fin de la journée, on enlevait certaines possibilités de séquences qu'on avait prévues, parce qu'on disait peut-être aujourd'hui on a tourné ça, donc on n'a pas besoin, ça c'est une sorte de variation de ce qu'on avait déjà tourné, et on ne veut pas ça. Et parfois on a ajouté d'autres choses parce qu'on continuait à avoir des idées, mais bien sûr il y avait quand même une idée de structure, de quelle serait la progression des personnages, que bien sûr que Aurore et Ventura, les protagonistes devraient être amoureux, qu'après ils devraient se séparer, enfin disons que les squelettes dramaturgiques du film étaient déjà, on le savait, mais précisément quelle séquence on devrait passer pour raconter cette histoire, c'était toujours une sorte de work in progress. Et donc, je pense que les résultats qu'on obtient à la fin, c'était ce qui était possible, ce qu'on était capable de faire, ce qu'on avait à ces moments. Et après, je sais pas si je revois mes films avant, il y a toujours des choses que peut-être je pourrais jamais refaire parce que je suis déjà dans un autre moment de ma vie avec d'autres choses qui m'intéressent, d'autres, même en termes plus, c'est pas technique, mais de forme, et que je pense que ça c'est pas bien, je le ferai pas maintenant, mais c'était moi à ce moment à faire ça, et donc c'est aussi valide pour les Mille et Une Nuits. J'ai fait ça et c'est fait. À ce moment-là, voilà. Une autre question, peut-être une dernière question, après on va passer à la dédicace vers la caisse. Juste savoir si la pellicule c'est un choix purement esthétique ou s'il y a d'autres dimensions.
C'est un choix. Moi, j'ai des difficultés de filmer en digital parce que ce que je vois dans les digital, bien sûr, il y a des films que je trouve très beaux faits en digital. Mais moi, je commence à être un peu âgé. Quand j'ai commencé à voir des films, il n'y avait pas du digital. Les salles de cinéma étaient équipées avec projecteurs de 35 mm. Il y avait du cran dans la pellicule. C'était pas fixe comme aujourd'hui. Ça bougeait la projection. Et pour moi, je sais pas. Je pense que ces moments de formation, ces moments, même de l'enfance, quand on commence à être spectateur du cinéma, ça, enfin, pour moi, ça marque. C'est quelque chose que donc. Pour moi, ça, c'est le cinéma. Bien sûr, après, il y a des choses qui changent. Ils ont changé dans la manière de faire des films, dans la propre réalité matérielle de faire des films, le côté plus matériel, ont changé. Et si moi, j'avais pas l'option, je filmerais en digital. Mais comme j'ai encore l'option, je veux faire du cinéma comme j'avais l'habitude de le voir. C'est même pas la même chose parce que déjà il y a des étalonnages digital, donc ça change tout. Moi, je passe beaucoup de temps dans la salle d'étalonnage pour essayer avoir les couleurs du film. C'est très difficile. Je passe beaucoup de temps et la plupart du temps, je sors de la salle très frustré parce que pour moi, c'est pas la même chose. Mais enfin, pour moi, c'est très important de continuer à filmer en pellicule, mais c'est pas. Je crois qu'on peut faire cinéma sans la pellicule. Dernière question peut-être. Oui. Ah ouais, là c'est. Peut-être une bêtise, mais je voulais savoir, est-ce que, à part les réalisateurs, les anciens, les grands réalisateurs, est-ce que vous regardez, vous inspirez aussi des réalisateurs contemporains, par exemple Apichatpong, parce qu'en regardant l'épisode de Dix, ça me faisait vraiment penser à Uncle Bomé, la partie de, même quand on voit le fantôme après de Dix et tout, je voulais savoir. Quand je suis en train de filmer, je ne pense pas trop à d'autres films et à d'autres réalisateurs. C'est vrai que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai même piqué son chef opérateur. Donc, mais je crois qu'à Apichatpong, il s'intéresse par des fantômes, et moi aussi. Mais il est bouddhiste. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je sais. Mais j'ai né au Portugal, donc j'ai une éducation catholique, bien sûr, on ne peut pas échapper à ces choses. Et donc c'est différent. Mais peut-être on aime les fantômes, les deux. Ouais, une dernière question. Oui, merci. Moi, ce n'est pas vraiment une question. C'est juste d'abord pour vous dire qu'en tant que spectatrice, je voudrais vous remercier parce qu'il y avait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste dans mon fauteuil au cinéma. Quand j'ai découvert le premier épisode de votre film, vraiment j'avais envie de sauter en l'air, d'applaudir, de crier. Je trouvais ça magnifique. Parce que pour moi, c'est vraiment un cinéma politique dans le sens large du terme et extrêmement intéressant. Et je voudrais savoir si vous vous reconnaissez dans la phrase de Ken Loach qui dit que son cinéma et le cinéma devrait défier le récit des puissants. Et pour moi, il me semble que votre film vraiment pulvérise le récit des puissants. Et vraiment, j'ai été enthousiasmée aussi, non seulement par la forme de votre film, mais par le fond aussi. Et par l'interaction entre un mythe et la réalité de la crise. Et comment, finalement, à la sortie, ce produit, il est joyeux et plein d'espoir. Voilà. Merci. Bon, merci. Posé de cette manière, merci. C'est pas beaucoup, mais merci beaucoup. Et sur cette question, oui, c'est vrai que ça me touche parce que cette question des puissants, parce que je trouve que les films, on a passé
cette année, quand j'étais en train de tourner, à écouter des politiciens portugais, de ces gens de la Troïka, de l'Europe, qu'on devrait prendre ces mesures, faire ces choses, ces coupes partout, parce qu'il n'avait pas de choix. Et donc, pour moi, c'était vraiment important que les films pouvaient être beaucoup de choses différentes, beaucoup de tonalités, beaucoup de registres différents, parce que moi, je crois qu'il n'y a toujours pas une seule manière de faire les choses. Au cinéma, c'est sûr, et j'imagine que dans la politique aussi, et dans l'économie aussi. Et donc, c'était aussi parce que je pense qu'il avait une sorte de version officielle du Portugal racontée par l'Europe qui est au pouvoir maintenant, de quelqu'un d'un pays qui a réussi, qui a se sacrifié pour réussir et ça c'est une mauvaise fiction, pas c'est un mensonge. On parle beaucoup des Grecs, on ne parle pas trop du Portugal, mais on nous a donné ce rôle de bons élèves qui ont suivi le conseil. Et ça continue, même aujourd'hui, maintenant avec un nouvel gouvernement, notre budget d'État doit être soumis à Bruxelles. Il est, à ce moment, ils discutent, ils continuent à imposer enfin, ils disent qu'ils peut-être ils vont pas accepter, ils essayent de faire la même chose maintenant, comme ils ont fait avec les Grecs, avec nous. Et donc, pour ça, moi, je ne suis pas un politicien, c'est que je peux faire, c'est des films. Et donc, ça me fait plaisir de vous écouter, parce que ça me donne force pour continuer à faire des choses comme ça. Merci beaucoup, Miguel Gomez. Merci. Alors, on a tous les DVD de tes films, La gueule que tu mérites, Ce cher mois d'août, Tabou, Les mille et une nuits et Au pied du mont Tabou, livre d'entretien, tout ça est disponible en caisse. On va se déplacer pour ceux qui veulent faire dédicacer leur DVD vers la table rouge qui est vers l'entrée où Miguel ira. Et sinon, on se retrouve pour les rencontres samedi avec Damien Manivelle, réalisateur d'un jeune poète. Qui est très sympa. J'ai beaucoup aimé en fait son humilité, son calme dans ses réponses. Il prend vraiment le temps de répondre à l'interlocuteur et beaucoup de précision aussi sur les processus de création de ces différents films. Et puis voilà, et puis du coup ça va beaucoup me servir pour mon mémoire parce que j'ai pu poser une question et donc du coup voilà. Je suis assez contente de cette soirée. Voilà. C'est sympa, moi j'étais assis par terre, du coup j'ai un peu mal au dos, mais sinon c'était cool. Ouais, il était drôle. Alors, son cinéma, en quelques mots, ça serait compliqué. Je dirais très très riche, à la fois riche et complexe, profond et surtout humain. Du corps. Non, mais pas. Non, j'ai pas. Enfin, j'ai. Non, j'ai pas.